comme d'habitude, chaque fin de mois, on reçoit un poète ou une association poétique. Et alors en ce moment, c'est un hasard en plus, hein, mais c'est le cycle des êtres en colère. Donc, je vois pas le rapport. Moi non. mais du coup, tu vas peut-être nous expliquer. D'abord, merci d'être là, d'avoir surmonté la météo, de m'avoir fait la gentillesse de venir à cette soirée. Alors, je peux me lever pour le caméraman, c'est pas gênant? Ouais, ça ira, hein. J'ai tout prévu. Non, parce que déjà, il voulait couper la tête de la copine, là, parce qu'elle était... Et puis moi, donc, nous allons parcourir un peu mes écritures. J'ai plusieurs écritures. En tout cas, j'ai l'écriture poétique et l'écriture théâtrale. Mais on verra que dans ces... L'une et l'autre sont quand même... Je mets en scène des choses dans mon écriture poétique. Et mes personnages ont souvent des apparences et des mots qui sont très poétiques. Voilà. Je vais commencer par 4 textes qui ne sont pas dans les bouquins qui sont là. Alors, cet hiver et au printemps, j'ai 2 bouquins à faire. Je fabrique les bouquins, donc j'ai 2 bouquins à faire. Un avec des textes que j'ai dans ce que j'appelle une boîte à chaussures. Bon, maintenant c'est informatique les boîtes à chaussures, mais enfin, c'est dans une boîte à chaussures. Et puis un autre qui est la pièce que j'ai écrite l'année passée pour une troupe, et je vais jouer dedans, qui sont dans la Drôme. Et donc ce texte, il faut que j'en fasse un bouquin aussi. Donc voilà, mes prochains mois sont pas perdus pour un retraité. Hein. Je vais commencer donc par un texte. Alors, certaines des personnes qui sont là, je leur ai fait des confidences un peu sur ma vie. On sait que j'ai vécu quelques années dans les Alpes de Haute-Provence, entre autres, et je vivais dans une camionnette. Dans cette camionnette, je passais des nuits, des fois, à m'asseoir là, au bord de la porte de la camionnette, et puis j'avais là-bas... Il n'y a pas de lumière parasite, donc on a des ciels étoilés magnifiques, il y a la lune et tout. Et cette année-là, c'était les années 2003-2004, aux infos, j'avais toujours la radio qui tournait, et on parlait de la 10e commémoration des massacres au Rwanda. Et moi, dans mon ciel, j'avais cette lune-là qui était merveilleuse. L'idée m'est venue, c'est que cette pauvre... compagne de voyage de l'humanité, hein, depuis des millions d'années, elle a assisté à tout. Au Rwanda, mais elle a assisté à tout ce qui se passe depuis qu'il y a des hommes sur Terre. La lune s'éveille, roussâtre, loin derrière les buissons noirs, molle et chaude de lourd sommeil. Se chuchotant des listes de noms dès lors perdus, fraternisant, s'encourageant l'un l'autre, en remochant sourdement d'épaisses menaces, la piétaille glaiseuse, hérissée de piques grasses, projetant par instants les éclairs de ses lames encore chaudes, abandonne la flaque glauque, fuyant comme cloporte le feu qui s'allume à la braise nocturne. Le silence s'est fait, pas un insecte, pas un rongeur, pas une âme, rien ne bouge plus que le disque blanc qui glisse lentement à son zénith et se fige et pleure ses larmes de glace. Elle, la compagne, la timide, la douce, la poétesse, la curieuse, la danseuse, l'assoiffée des braises tièdes et des chants de la nuit, a plongé son appel dans les yeux grands ouverts de la mère et l'enfant. Quelle brûlure de froid dans ses yeux vides, quelle morsure glacée dans ses cœurs arrachés. Rien ne réchauffera plus jamais ces deux-là, ni leurs membres écartelés, ni leurs bouches agrandies en un sourire macabre, ni leurs ventres ouverts qui se donnent à manger à la terre, ni leur sang jeune et chaud mélangé à jamais aux atomes de glaise dans cette alchimie fétide de la vie, de la mort. On la croirait vivante, scintillante du bonheur d'être nôtre, elle frissonne, elle grelotte, elle claque des dents et d'horreur et de froid. Depuis des temps et des temps, que chien fidèle, elle s'attache à nos pas, qu'elle efface généreuse nos cauchemars d'enfants perdus de ses caresses tièdes.
une seule fois a-t-elle effleuré nos tristes horizons d'hommes, sans qu'on lui jette au visage quelques gouttes de sang, sans qu'on trouble son errance des volutes cramoisies d'un bûcher? Si l'on pouvait une nuit, une seule nuit, de paix, de calme, sans flamme, sans couteau, juste pour le repos de ceux qui déjà sont passés, juste pour nourrir l'espérance des enfants qui arrivent, chauds, vivants, sous son regard de chien fidèle et triste. Des écritures nocturnes, j'en ai eu quelques-unes comme ça, elles sont jamais très pimpantes. Alors celle-ci, là, je l'ai écrite, je me rappelle à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, les 2 chevaux Charleston venaient de naître. Moi j'habitais à Garges-les-Gonesse avec mon épouse qui était enceinte, on attendait notre bébé. Et le soir, il a fallu que je l'emmène en ville pour un rendez-vous. Alors je ne me rappelle plus chez qui, un rendez-vous. Et comme j'étais mal garé, je suis resté dans la voiture. Garges-les-Gonesse, une ville d'une tristesse, d'un lugubre énorme, avec des lampes, avec lumière blanche ou bleuâtre, quoi. C'était vraiment sinistre. Et j'avais toujours un papier, un carnet, un stylo dans ma poche. Et d'un coup, c'est venu. Il y a un tiroir qui s'est ouvert. Et j'ai senti qu'il fallait que je parle d'une humanité qui est broyée de millions et de millions de gens qui, depuis des éternités, sont broyés par la société des hommes. Les songes se font silence, éternel, figé. La lumière cristallise ses rayons immobiles sur la structure glacée de mes os épinglés. Des lunes, rivées au fer de mes pensées muettes, se tassent et se contractent. Et leur regard hagard me vise et me transperce de dedans à dehors. De je suis à tu es. De je suis à il est. 1000 épingles forgées au feu d'un iceberg hérissent l'épiderme de mes membres raidis, d'où jaillissent par instants des étincelles de sang. Leur poison qu'elles me cèdent dans ce baiser glacial se dilue dans mes veines en autant de cancers, nouant en lien fatal mes tripes et mes regrets. Ce sont toujours ceux-là, au fond de leurs orbites, comme des billes de glace, comme des poinçons d'airain, figés dans la stupeur de l'instant suspendu, fixés à tout jamais au roc de ma mort, ces yeux qui ont aimé, ces yeux qui t'ont aimé. Mais ils n'ont plus de flamme que celle d'une lune qui vacille en silence et se noie dans leur vide. Des termites cosmiques et morpions métalliques pénètrent dans les chairs martyrisées de mon sexe et l'on entend craquer sous les pinces sacrilèges les tissus déchirés, les viscères disséqués. Ça me brûle partout, au plus profond du ventre. Les bêtes infâmes rampent de cellule en cellule jusqu'à me ressurgir par les pores de la peau. Et puis soudain je sens des griffes sur ma poitrine. 2 oursins en acier de ce bleu métallique qui grince quand ils scintillent, enracinent dans mes seins leurs pics acérés, me fouillent et me trifouillent cette chair écarlate qui hurle sa douleur, son calvaire, par gros bouillons d'écume dont l'odeur suave écœure même la mort. Il ne leur manquait plus qu'à me souder les lèvres pour que je sois vaincu, terrassé, muet. Ils eussent aimé me voir, une loque animale, forcée jusqu'au tréfonds de mes entrailles ouvertes. Mais le temps a vibré comme une onde légère qui dénoue en riant tous les nœuds de vipère. Et j'ai crié. Et j'ai pleuré. Quand on passe son temps à avoir des visions comme ça, à vivre de quelque chose qui est toujours une douleur, toujours qui cicatrise jamais,
par moments, on se laisse aller à un peu de déprime personnelle. Ce sont comme des vagues humaines, puissantes, qui dérangent lourdement le repos de mes nuits. Le vin pour mes chagrins, l'alcool pour mes peines, ne sont pas étrangers à ces marées nocturnes. La roche émergée de ce moi qui se bat pour ne mourir pas, pour ne mourir plus. La roche émergée de ce flux angoissant s'érode, disparaît dans des gouffres liquides. Des chimères, aux yeux profonds comme des peines, m'enlacent et me caressent de leur charme visqueux. Leurs odeurs de marée, de poissons séchés m'étreignent, qui me salissent jusqu'aux fibres de l'âme. Mon sang n'a plus le teint d'épices de Bacchus, ni la douce enivrance des rayons du soleil. Il n'est plus qu'un roulis baseux, cancérique, un triste tourbillon de flotte engourdie. Mes rêves sont liquides, et mes amours poisseux, dans ce lit de varech et de vases endormis. Mon pauvre chat qui dort au creux de ma poitrine, mais tu finiras rouillé par mon haleine humide. Ça, c'est des textes que j'ai donc jamais mis en bouquin. Il y a aussi des billets d'humeur que j'écrivais surtout à l'époque où, au début où j'ai créé mon blog, c'était en 2006-2007, Hombre de Nada. Et des fois, je balançais des choses, et puis prenne qui pourra. J'avais ça, là, entre autres. Il se passait encore des conneries, très certainement, qui me rendaient toujours aussi gai, quoi. Et voilà ce que j'avais écrit. C'était donc le vendredi 7 juillet 2006. C'est écrit sur le toile de fond. La vie d'un humain, c'est comme un claquement de doigts. Ça dure 3 fois rien, c'est perdu dans le brouhaha du reste du monde. Est-ce que ça a seulement du sens? Est-ce que ça a plus de poids qu'une poussière valsant dans le rayon de lumière? Combien d'hommes, femmes ont foulé le sable de leurs pas harassés ou sautillants depuis les temps des débuts de la grande escapade? Dans quel néant tout cela s'est-il dilué? Sommes-nous autre chose que de futurs oubliés? Et pourtant, chacun de nous ne se sent-il pas comme une espèce de géant, d'être fantastique, d'aboutissement incarné d'un miracle ancien? Et pourtant, perdurer, s'enraciner dans l'éternité, tel semble être le but inconscient de chaque grain du sable humain. La peur de disparaître est le moteur de l'humanité, et la satisfaction de tous les appétits, de toutes les jouissances, de toutes les possibilités de jouissance propulse l'histoire de l'espèce dans la chronique incontournable et magnifique du cataclysme final. Et encore heureux si nous n'entraînons pas avec nous jusqu'à la dernière goutte de vivant. Et moi là-dedans, poussière parmi les poussières, avec mon petit cœur blessé, mes petites cellules grises en pleine valdingue, mes remuements émotionnels, ma vilaine gueule de vieux grand singe, mon regard usé de douleur qui voit gris jusqu'au cœur des roses blanches, moi qui hurle chaque jour contre cette malédiction qui m'a fait humain, comme on dirait rat d'égout, comme on dirait mangeur d'enfants, peste ou parasite universel, moi, là-dedans, porteur de toutes les hontes du monde, je demande pardon à la terre, à la vie, aux insectes, aux oiseaux, aux arbres, à la mer et à son univers, aux derniers bonobos, aux derniers gorilles, nos pauvres, nos infortunés cousins qui avaient eu la sagesse de rester des bêtes. Je demande pardon aux rivières mortes, je demande pardon aux courants d'air miasmiques, je demande pardon aux ultimes glaciers liquéfiés de notre volcanique fureur. Je demande pardon à cause de mon humanitude. Et je pleure pour vous des larmes de mots. Moi, là-dedans, j'ai aussi planté mon dard empoisonné au cœur des virginités. Et jamais, désormais, je ne saurais me sentir autre chose qu'un être
taré, lâché cru aux vives des brises fraîches. Pas volontairement, pas par méchanceté voulue, réfléchie, pensée, mais par atavisme, parce que humain. Tous mes mots, tous mes regards, toutes mes allusions vous diront la blessure que je me traîne d'être un homme, un de cette espèce qui n'a pas su s'arrêter au bonheur simple de l'air pur et du soleil généreux. Et qu'on ne vienne pas me faire chier avec le complexe judéo-chrétien de culpabilité. On est lucide ou pas? Moi, oui, hélas. Maintenant, on va attaquer donc dans les livres, dans le gras des livres. Ces livres que j'aime, si vous pouvez essayer de savoir comment c'est. Quand vous n'arrivez pas à vous faire faire de livres, alors il faut trouver des chemins de passage, des chemins buissonniers, et puis on arrive à faire des choses comme ça, quoi. Alors j'ai appris à des enfants et à des personnes âgées, ou au centre aéré, ou dans les maisons de retraite, à faire leurs livres. Des fois, ils veulent passer leur mémoire et tout ça à leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, pour ceux qui ont cette chance-là. Et bien, hop, je les aide à mettre leur mémoire sur du papier, puis après, à offrir à Noël une belle chose comme ça. C'est une fierté, j'en suis très fier. Ce texte, alors donc, juste un petit peu de « Puisque toujours tourne le monde », qu'on a dit l'année passée, d'ailleurs là, avec Chantal. C'est un texte qui dit la douleur et la peur parfois parce que l'humanité n'est pas tranquille. Voilà ce qu'on peut ressentir. Le plancher grince sur le palier. Je recommence. Tu couperas au montage. Le plancher grince sur le palier, comme si le poids d'un corps se portait sur une jambe puis sur l'autre. Le plancher grince derrière la porte. L'on s'attend à tout instant à voir tourner la poignée de faïence. Les cœurs se serrent douloureusement de la terreur de voir soudain surgir le diable de ses enfers. Que la journée fut belle pourtant, à rire et à boire frais du vin sous la tonnelle. Le plancher grince derrière la porte. Qui osera les 3 pas du courage et coller l'œil au trou de la serrure? Les chiens aux dents rouges errent affamés dans les rues de minuit. Qui a lâché les chiens? Qui élève, caché du monde, des chiens aux dents rouges? Le plancher grince derrière la porte, et le sang des femmes et le sang des hommes se fige dans les veines. Le plancher grince derrière la porte. Le chat hérissé fait le gros dos au-dessus de l'armoire. Le diable en est! Le diable en est! Juste un grincement, juste un peu de jeu entre 2 lattes de bois sec. Ça joue, c'est toujours comme ça dans les vieilles maisons. Et le vieux rit tout seul de ses 3 dents jaunes. Il a beau dire, l'ancêtre, et se foutre de nos yeux cernés, de ne plus dormir. Il a beau dire, le vieux, le gravier dans l'allée, le plancher dans la nuit. Il a beau dire, mais qu'en sait-il d'abord le vieux bonhomme, lui qui ne sait de sa vie, endormi sans sécher jusqu'au cul sa bonbonne de vin noir? Que craint-il de la nuit, qu'il lui faille chaque soir s'abrutir et sombrer ivre sur sa paillasse de vieille bête peureuse? De vieilles chemises rapiécées, on a fait des poupées de chiffon pour les enfants inquiets. Eux aussi entendent, eux aussi pressentent, et tardent à s'endormir. C'est que la nuit venue, derrière la porte, alors là, c'est un des derniers durs. Là, il est un peu raide. Silicium. C'est un texte terrible. Alors c'est pareil, on l'avait dit ici avec Chantal et avec un metteur en musique ancré. C'était formidable ce qu'il avait fait. Comment il s'appelait le garçon?
s'appelle Gus Harmonica comme nom de scène. Il était formidable. Et donc, c'est l'histoire, c'est un petit gamin. Ça, alors c'est pas de la poésie, c'est un conte, si on veut. C'est un gamin, il est là d'une tribu, il est sur la plage, il est enchaîné à une plage, voilà, et puis de temps en temps, il vient lui de balancer des trucs à manger. Et il a du monde entier, il n'a de vision que la mer, les vagues et des bateaux de temps en temps qui passent. Et lui, pour passer le temps, il reproduit ça sur le sable, il reproduit des bateaux, il reproduit les vagues, il fait des vagues avec le sable. Et puis, il a quand même une âme de quelqu'un qui est d'un humain, quoi, par rapport au reste de la nature. Alors, il commande aux crevettes qui passent, aux vers qui rampent dans le sable, etc. Il est là depuis des années, et puis à un moment, il y a une espèce de tsunami, des vagues énormes qui va l'emporter et le précipiter. Alors là, attention, c'est une métaphore aussi de cette humanité, moi qui me blesse en permanence, je suis désolé. Et voici dans quoi il tombe. Alors là, c'est le monde de la vague, hein, mais vous ferez vous-même le parallèle. Dans un remuement incessant, déboussolant, harassant, c'est une continuelle lutte de ventre. L'autre, les autres, tout n'est que mâchoire, estomac, sphincter. Tout est prédateur, tout est proie. C'est le monde de l'arrache, du pillage, de la fringale, du désossement, de l'étripation, de la mastication, de la digéritude, de l'éventrement, de la hachisation, de la moulinétisation du regard affamé, de l'éradication de l'autre, de la cramisation du vulgus, de la digestation de ses propres enfants. Petit, moyen, grand, tout le monde bouffe tout le monde. Des hordes se forment, additionnant les forces isolées pour en faire des machines de guerre, des machines à détruire, à broyer. La danse des corps, envoûtante au cœur de la vague noire, est une invitation au massacre et aux égorgements. Les chants les plus mélodieux appellent à mots masqués à des saintes Barthélemy et à des crimes sans nom. Il n'est pas un regard qui ne vous dépouille et se fasse à l'avance un festin de vous. Toutes les innocences sont dévoyées à des appétits écœurants. Des milliards d'animalcules frayants au cœur des flots synthétisent à la louche des poisons foudroyants dont ils inondent à l'envi des bancs entiers d'alevins, un peu pour s'en gaver, beaucoup pour la beauté du geste et la hargne du monde. Dans le déferlement de la vague gigantesque, le petit homme arraché à son pieu et délivré de sa corde se voit jeté en pâture aux appétits du monde. Lui qui s'imaginait orchestrer les créations et abrutissait de discours moralistes les crevettes de la flaque, se débat au remous des irrésistibles courants, essaye en vain d'échapper aux morsures accablantes, au harcèlement des protecteurs à gages. Il n'a d'emprise sur rien, en fuite perpétuelle. Il comprend bien que la sauvegarde, la survie dépendent des appétences, des rages à bouffer les autres, prédatoriser tout et même ce qui voudrait se donner. Mais ses dents se sont trop usées à mâcher du sable. Il a trop tourné en rond dans sa petite flaque. Il n'a pas l'habitude des raids au long cours. Il n'est musclé ni de corps ni d'esprit. Il s'est tellement peu nourri de sang que le goût du sang ne lui vient pas. Ce goût du sang qui vous pose là un peu son roi de la création, qui vous désigne comme l'objet de toutes les terreurs et de toutes les vénérations. Neptune a toutes ses dents qu'il lime chaque jour aux os des dauphins blancs. Il assiste notre homme, impuissant, au déroulement de la grande spirale. L'homme de mots, de phrases, de discours, il ouvre la bouche pour dire, hurler, appeler. L'eau le pénètre, grouillante de choses sordides qui lui mordent la langue. Il s'aperçoit bien, dans le trouble des luttes pour la survie, d'autres soies qui gigotent. Il essaie bien de former avec certains d'entre eux, au hasard des katas, des bancs hétéroclites de défense commune. Mais le grand appétit déploie là aussi son influence universelle, et le frère mange le frère, et le sang rougit jusqu'au sein des amours. La dévore-attitude est à ce point ancrée dans le sens de chaque vie qu'après avoir déchiré à pleine gueule toute flore et toute faune, on s'attaque rageusement à sa propre chair. Torturé par la faim qui fait tourner le monde, on s'arrache soi-même par lambeaux, on se désaltère à son propre sang. On voit des êtres ivres de douleur, attirés par des vertiges macabres, s'empaler passionnément et sachant y pouvoir crever aux dards empoisonnés des chevaliers de la mort.
Comme il faut bien engendrer en permanence de la matière à nourrir ces ingestions de puits sans fond, on se féconde à pleine tripe, conjuguant l'ardeur des pénétrations à celle des égorgements. Tout le monde y va de son coït furtif, ziotant du fond de son trou l'ombre de sa prochaine proie. Déjà, on se refait les dents en mordant au sang celui ou celle qui s'est donné à vous. Des poissons pirates attendent que les mers partent en chasse en abandonnant leur nid pour y faire des razzias d'œufs et de larves. Il faut sans fin renouveler le cheptel. On produit de la vie à tour de bras pour que la mort s'empiffre. Notre petit homme, brassé au tourbillon de la vague, n'en croit pas ses yeux. Il est lâche, indubitablement lâche. Il a peur, il crève de trouille au milieu du champ de bataille. Il est lâche, se terre dans les trous obscurs, ne participe pas aux égorgements, se met à l'abri des morsures et des arrachements. Il reste insensible au rythme saccadé des appels de la vie. Il ne sait pas se déguiser en ogre. Il ne sait pas arracher sa pitance à même le corps de la bête. Il ne sait pas attacher des enfants à des buissons épineux et empoisonnés. Ça ne lui viendrait même pas à l'idée. Il n'a absolument pas la carrure ni l'âme des grands prédateurs. Il est un étranger au monde de la vague. Il traîne derrière lui le poids de sa lâcheté. On se détourne de lui comme d'une espèce de bête puante. C'est le putois des mers. La fadeur de son être le tient à l'écart des convoitises et des élans reproductifs. Quelle femelle aurait l'idée de se faire féconder par un être raplapla pareil? Qu'est-ce que ça donnerait des enfants de ça au cœur des tourmentes sanglantes, des chevauchées conquérantes? Y aurait-il un sens de faire des enfants avec quelqu'un qui ne rêve pas de bouffer le monde, qui ne prend même pas la peine de se déguiser en guerrier, en Attila de pacotille? La vague grouillante n'avait pas besoin de s'encombrer d'un organisme encore moins vindicatif qu'un mollusque. Encore moins vindicatif qu'un mollusque. C'était même dangereux pour la dynamique propre qui la projetait aux confins de l'univers. Ne pouvant le digérer, par une espèce de répugnance pour son abjecte lâcheté, n'ayant pu le convertir même à de saintes croisades, elle résolut de s'en débarrasser et le cracha au loin, sans ressenti allégé, apuré, vivifié. Prochaine fois que vous allez pêcher en mer, vous pensez surtout pas à ça. Maintenant, je vais passer... Ah, alors ça, c'est pas un personnage de théâtre, mais elle est superbe. C'est une gamine, elle s'appelle Marie. J'ai plusieurs Marie dans mes pièces, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Il faudra que je psychanalyse quelque chose. Donc, c'est un texte vive poussière. Il y a 3 personnages, plus quelqu'un dont on parle, mais qui n'est pas présent physiquement. Donc il y a une petite fille, Marie, il y a sa maman, qui est adorable aussi. Et puis il y a la rencontre avec un vieux monsieur. Voilà. Et cette Marie, j'aurais bien aimé en faire, mais peut-être qu'un jour ça viendra, un personnage de pièce, parce qu'elle... Écoutez ce qu'on dit d'elle. Écoutez ce qu'on dit d'elle. Comme elle est. C'est pas juste. C'est dégueulasse. C'est son mot. Son stop, son ça suffit à elle. En malpoli, en sauvageonne, en vulgaire, en insupportable bébé grognonne, en infréquentable, en ingérable, comme on se plaît à la définir. Par exemple, sa maîtresse à l'école. Ah, qu'est-ce qu'elle est malpolie, cette gamine? Ça promet pour plus tard. Si elle parle comme ça devant un patron, c'est pas juste, c'est dégueulasse. Tout ce qui la blesse, tout ce qui la froisse, tout. Et ça en fait du pas juste et du dégueulasse. Elle en voit partout. Chez les adultes, chez les enfants, ses camarades, 1000 fois par jour à l'école. Rien ne passe. À croire qu'on fait exprès pour l'écœurer, pour la faire pleurer. Ils ne savent pas quoi inventer pour pourrir le monde, pour le rendre laid, imbécile, débile. Elle supporte rien. Pas qu'on se moque dès qu'ils pleurent, dès qu'ils jouent gentiment à la poupée, dès qu'ils sont drôlement habillés, dès qu'ils embrassent leur maman avant de rentrer à l'école, dès qu'ils dessinent des petits cœurs pour leur maîtresse avec écrit « Je t'aime maîtresse » autour, dès qu'ils n'ont qu'un parent, l'autre on ne sait pas où il est, ou alors dès qu'ils font bien attention à leurs belles chaussures neuves. Tu vas voir si on va pas te les rayer, pauvre pomme.
dès qu'il arrose les fleurs dans le petit jardin de l'école. « Hé, patate, l'herbe, ça s'arrose pas, ça se fume. Il t'a pas appris ça, ton vieux? Ah, c'est vrai que lui, c'est la picole. » Dès qu'ils savent leur leçon, qu'on fait un super exposé et qu'on traite de lavette, de serpilles à bonne note, dès qu'ils ont apporté leur petit paquet de riz ou de spaghettes pour l'opération de Noël de la banque alimentaire, dès qu'ils ont soi-disant un tout petit kiki qu'il faut leur baisser le pantalon pour voir, hein, dès qu'ils ont du mal à prononcer les mots, « Eh, on dit pas gna 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 gna, recrache ton dentifrice, t'arriveras mieux à parler. » Dès qui. Faut pas non plus qu'on touche aux bêtes, aux plantes, les escargots qu'on brûle au briquet, les vers de terre qui gigotent impuissants dans les flaques de pluie et qu'on découpe avec un petit bâton de peur de se salir, le petit rat mourant caché derrière une planche et qu'on canarde de caillasses et de mottes de terre, la grosse mouche à qui on a réussi à piéger dans une boîte d'allumettes et à laquelle on arrache tout ce qui dépasse en poussant de grands cris d'effroi, d'horreur et de plaisir pervers, les calices de tulipes qu'on attrape d'une ferme poignée et qu'on balance comme une volée de confettis, la branche du petit prunier sauvage qu'on casse, qu'on déchire pour lui voler ses fruits verts, parfait projectile pour le jeu de lance-patate. Alors elle s'emporte, elle insulte, elle frappe, elle balance des coups de pied, des baffes, des mots de granit, des mots de ronces, des mots de cœur outrés, révoltés. Et s'abattent les blâmes, les punitions, les lignes, sang et sang, les rappels au règlement, les menaces de menaces. Et elle se blinde, la petite, et elle se redresse, et elle les regarde de toute sa fierté, et elle refuse de baisser les yeux, jusqu'à ce qu'ils brûlent. Alors les larmes lui viennent, de brûlure bien sûr, mais aussi de détresse, d'incompréhension, d'écœurement. Et elle y va, dans le coin, comme on le lui ordonne, en maugréant, en serrant les dents, en griffant l'univers de sa révolte. C'est pas juste, c'est dégueulasse! Non, on passe au théâtre. Théâtre, c'est pareil. Moi, mon théâtre, il est... Alors, j'ai jamais écrit un truc pour faire marrer les gens. Ça ne viendrait pas l'idée. Même, des fois, il y a de l'humour. Hein. Il y a des gens qui sont truculents, il y a des rayons de soleil, il y a des choses, des trucs. Mais voilà. Le but, moi, c'est... En plus, j'ai été éducateur pendant quelques années, donc j'ai côtoyé pas mal des jeunes gens en grande détresse, vraiment des choses dures. Ils avaient plus de pactage que moi, qui avait 40 ans à l'époque, et que moi, qui en ai 60 maintenant, ils en avaient plus parce qu'ils avaient traîné leur guêtre dans des foutoirs pas possibles. Et là, donc, Col de la Biche, ça se passe dans une pension pour jeunes filles qui ont connu des conneries en famille, qui ont fugué, tout ça, se retrouvent là par décision de justice pour les protéger. Et elles ont un éducateur qui s'appelle Monsieur Vlassich, qui est un monsieur adorable. La pension des Quais de Soleil, c'est vraiment là où elles sont, c'est vraiment, on sait s'occuper d'eux, on les aime, ces enfants. C'est pour ça que... Et moi, j'en ai connu des comme ça quand je travaillais dans ce milieu. Et donc, ce soir-là, il va passer une comète qui ne passe que tous les 12 000 ans. Donc c'est ce soir ou jamais. Il ne faut pas la rater, il fait un temps magnifique ce soir, il n'y aura pas les nuages. Et M. Vlassich, qui a un fortiche en astronomie, emmène 4 jeunes filles volontaires là-haut, en haut du col de la Biche, avec son télescope, et puis on va regarder passer la comète. Voilà. Et c'est des moments où on sait, quand on est éduque, dans ce monde-là, que c'est des moments propices au partage, à l'échange, etc. Et que c'est des moments où on va pouvoir sortir du cadre et parler de choses peut-être plus intimes et évacuer, voilà. Et donc, on vient de manger, on a fait la vaisselle, on va servir le thé bien chaud, et on a des couettes parce qu'il fait un peu frais la nuit en haut du col de la Biche, et voilà que voilà que Delphine, de sa couette, sort quoi? Un ours en peluche. Les autres, les 3 filles à côté, elles se marrent, elles se foutent de sa gueule, et elle pique une colère, et M. Vlassich, qui est quand même... il arrive à calmer tout ce petit monde, et dit, ben, raconte-nous, qui est cet ours en peluche? Voilà ce qu'elle dit, Delphine. Quand t'es minote, t'as toujours envie de dire des trucs que tu ressens à quelqu'un,
tout ce qui se passe dans ta tête. Tu as toujours envie de partager, de poser des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? Tu as toujours envie qu'on te réponde, même si les réponses, t'en as rien à faire, que tu les comprends pas. Ce qui compte, c'est que la grande personne, elle t'a écouté et qu'elle t'a répondu. Comme si toi aussi, tu étais une grande personne, comme elle, quelqu'un d'important. La personne la plus importante du monde. Moi, j'avais personne. Personne pour répondre à mes questions, pour les écouter, pour m'écouter. Comme si j'existais pas. En tout cas, comme si j'avais pas d'importance. Ma mère, elle m'adorait. Elle vivait que pour moi. Mais elle était presque jamais là. Elle travaillait tout le temps. Alors, pour se faire pardonner, elle m'achetait des jouets, des tas, des poupées, j'en avais de tous les coins du monde. Des peluches, des girafes, des rennes, des kangourous, des machins, je savais même pas que ça existait. Elle m'avait mise à la petite école, mais j'avais trop peur. Tous ces gamins qui couraient, qui me battaient, tous ces grands qui criaient. Alors je pleurais tout le temps. Alors ils ont dit qu'on ne me voulait plus, que j'empêchais les autres de je sais pas quoi. Alors j'ai été chez une nounou qui m'aimait pas, elle me collait devant une téloche toute la journée, et il fallait pas que je sorte de la pièce de la télé pour pas que je salisse. Et même qu'un jour, elle m'avait battu parce que j'avais écrit sur un mur. Puis voilà, je me suis mise à passer des journées sous une couverture dans un coin, avec mes nounours et mes poupées. Ah, il fallait pas qu'ils traînent, alors je les serrais bien contre moi sous la couverture. Et je leur parlais pendant tout le temps. Et eux, ils me répondaient. Je suis sûr qu'ils me parlaient. Oh, tu peux bien rigoler, Nadia. Et toi aussi. Ils m'écoutaient et me regardaient gentiment, avec leurs grands yeux, plus que l'autre avec ses sales yeux de sorcière. Puis un jour, des gens sont venus et ils ont dit que maman ne reviendrait pas me chercher tout de suite, plus tard qu'elle viendrait, qu'en attendant, on allait me mettre chez d'autres gens avec d'autres enfants. Alors j'étais dans des familles, dans des centres. Je parlais presque à personne, qu'à mes poupées, mes nounours. Enfin, ceux qu'on me laissait parce qu'il paraît que j'en avais trop, que ça encombrait, qu'il fallait que je grandisse, que je les oublie. Tout le temps, on me disait ça. Quand je parlais aux gens, c'était toujours pour demander quand maman, elle viendrait me chercher, que je voulais la voir. Alors, un jour, une femme chez qui j'étais avec d'autres, elle m'a répondu. « Comment? Tu sais pas? Ils te l'ont jamais dit? Elle est morte, ta mère. Ça fait longtemps. » Et là, Delphine fond en larmes, ses copines la serrent dans leurs bras. Et puis, elle reprend un peu sa respiration et puis elle continue. De toutes mes poupées et mes ours, ils m'ont laissé que Prosper. J'ai jamais voulu qu'on me le prenne. Il me reste que lui de ma mère. Je lui dis tout ce que je fais. Je l'emmène partout. Jamais ils pourront nous séparer. Il y a toute ma vie dans ses yeux à lui. Les trucs bien, les conneries, tout ce que j'ai pu faire pour croire que j'existais. La femme, celle qui m'a appris la mort de ma mère, je sais pas si c'est pour me consoler ou quoi, elle m'a dit après. Il y en a qui disent que les gens qui meurent, ils vont sur les étoiles et qui nous attendent. Je sais pas si c'est vrai qu'elle m'a dit, mais est-ce qu'on sait jamais tout? Et vous pouvez pas savoir, cette nuit-là, et plein d'autres après, les heures et les heures que j'ai passées avec Prosper, à regarder si je la voyais pas, là-haut. Je l'ai jamais vue, je m'endors toujours avant. Je me fais engueuler que je suis débile de dormir comme ça sur une chaise devant une fenêtre, alors que j'ai un lit bien chaud comme tout le monde. Marina lui dit, peut-être qu'elle sera sur celle qui va passer cette nuit. Et Défi répond, peut-être, c'est un peu, beaucoup, pour ça que j'ai voulu venir ce soir. Quand même que... Alors, est-ce que des gens m'ont vu jouer quand je jouais loup entouré de chiens à la tombée du soir? J'étais un roi jeté dans la prison par son peuple, un tyran. Et... Eh bien, ce jeune homme-là, ou cette jeune fille, je ne sais pas, était là sur scène. Il faisait partie des personnages que je martyrisais à coups de parapluie. Désolé, c'était pour jouer, pour la pièce. Donc il fait... attention, il est habitué des planches ici. C'est pour ça qu'il n'a pas peur d'ailleurs. Vous aurez remarqué que... Je vais terminer par... alors ça, c'est un morceau. C'est une pièce de théâtre, ça. Ça dure 4 heures.
Et il y a des fous furieux qui ont joué ça une fois à Maubeuge. Alors ça m'a tellement surpris que je suis monté les voir. Je veux dire, j'ai pas regretté mon voyage. Vraiment, ils ont fait quelque chose. C'est dissolution d'un ectoplasme. C'est l'histoire d'un monsieur qui, bizarrement, me ressemble un peu. Ce vieux monsieur, alors là, il a un certain âge. On le trouve dans une chambre d'un foyer Sonacotra, genre. Maintenant, ça s'appelle Adoma, mais voilà, même principe. Il vit dans ses 9 mètres carrés, machin. Et puis les voisins se sont plaints, ça pue et tout, on ne voit plus jamais, il y a des bêtes qui rampent sous la porte et tout. Donc on vient, et on découvre que ce monsieur Julien Terre-Neuve, il vit dans un capharnaüm pas possible. C'est bourré de boîtes de conserve éventrées, de bouteilles vides, c'est une porcherie là-dedans, ça pue, c'est farci de bestiaux. Donc on nettoie tout ça, on va redonner un coup de peinture, bon, et on le réinstalle là, dans un truc propre. On a viré tout ce qu'il y avait, on a tout viré. Et il faut que je vous dise, ce mec-là, il était dessinateur, peintre, il était poète, il écrivait, il fabriquait des livres. Je ne sais pas comment on a des idées comme ça, mais enfin bon, ce que c'est. Et donc, il avait tous les talents, ce mec. Enfin, en tout cas, il avait envie de dire. C'était quelqu'un qui avait envie de dire le monde. Et le seul problème de cet être, et alors, c'est que jamais personne ne lui a ouvert une porte. Jamais. Et de désespoir, il s'est laissé couler à ça. Alors, j'invente pas tout. Je me mets de côté, mais moi, quand j'étais au foyer Sonacotra, il y avait quelqu'un qui a vécu ça, et un matin, on a vu débouler 3 ou 4 nettoyeurs, habillés de blanc, avec le masque et tout machin, l'ékarcher a vidé une chambre comme ça. C'est impressionnant de voir ça. Quand un être s'est laissé aller là, que personne a trop fait attention, et qu'on en arrive là. Et donc, ce monsieur Terre-Neuve, voilà, on lui adjoint, à monsieur Terre-Neuve, on lui adjoint une aide sociale. Une dame qui est dans l'éducatif, quoi. Voilà, elle va être là pour essayer de lui refaire retrouver son humanité, lui réapprendre à manger avec une fourchette, à boire avec un verre, à faire ses courses, et des trucs comme ça. Lui apprendre à parler à quelqu'un, parce que ça, il ne sait plus faire. Il ne sait plus faire. Et là, d'ailleurs, toute une partie de la pièce, elle parle toute seule. Il ne lui parle plus. Et elle fait un rapport, donc à sa supérieure, 1 ou 2 fois par semaine, ou plus s'il y a des incidents avec M. Terre-Neuve. Elle s'appelle Marie-Françoise, et c'est quelqu'un de bien aussi. Voilà ce qu'elle dit au téléphone à Madame Gilberte, sa supérieure. J'ai peur, Madame Gilberte, j'ai peur. Mais non, pas pour moi, vous pensez, c'est à peine si j'existe. Pour lui, j'ai peur pour lui. J'ai peur qu'un jour, quand j'arrive... Non, toujours pas un mot. Je suis sûr maintenant qu'il m'en veut pas. Que c'est pas contre moi. Je préfère ça, je vous le dis tout de suite. C'est autre chose, plus profond, plus... Juste pour tenir le coup, une tomate à midi, une sardine le soir, un peu de soupe, un yaourt. Des fois, rien. Pas souvent. Le week-end, quand je suis pas là pour le houspiller. Non, pour ça, il se tient propre. Il faut dire que je pousse à la roue, mais je crois que quelque part, il veut montrer qu'il se respecte. Ça, il a retrouvé, je crois. Faut pas le lâcher, bien sûr, ça l'aide. Faut rien lâcher. Je crois qu'il a peut-être honte de ce qu'il a montré, de ce qu'il est devenu avant qu'on soit là. Il nous en veut peut-être, mais il sait que ça l'a aidé quelque part. Ça, c'est acquis. Je crois ça, oui. C'est pour ça. Faut pas tout noircir, faut pas... Et c'est pas ce que je fais. Faut croire que j'ai peur. Juste j'ai peur. Faut que je vous dise, il s'est mis à dessiner. Enfin, dessiner, c'est pas vraiment le mot. Si c'était ça, si ça pouvait être ça. Il s'est mis... Vous savez que je lui laisse le journal tous les jours, comme on fait pour tous. Pas décrocher du monde, rester dans la vie, la société, avoir des repères, même indirects. Au début, il jetait le journal. Lu ou pas, j'en sais rien, enfin il le jetait. Maintenant plus. Il les garde, il les utilise. Depuis quelques jours. Alors, je ne sais pas comment expliquer. Il coupe les feuilles en 4, en 6, je ne sais pas trop. Il en fait des tas. Et dessus, il gribouille. Dessus, au feutre. Les feutres qui sont fournis au départ, vous savez, ça fait partie du... Mais pas des dessins. C'est ça surtout qui...
vraiment du gribouillis. Non, 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 pas comme des enfants à l'école, comme un enfant avant l'école, comme un bébé. Comme un bébé. Je sais pas, vous mettez un bébé de 6 mois devant un mur avec un feutre dans la main, pareil, tchouic, 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 dans tous les sens. Des dizaines. Il en a gribouillé comme ça, des dizaines. Ceux qui le gardent, ils les déposent sur l'étagère en tas avec un bol dessus pour pas que ça s'envole, je pense. J'en trouve plein la poubelle en boule, ceux qui lui plaisent pas. Dans ceux qu'il garde, il y en a des déchirés. Dans la violence du geste, j'imagine. Non, il m'a laissé le regarder. Il m'a laissé les regarder. Alors je lui ai demandé, je lui ai demandé. Il m'a regardé en coin, il a eu un petit rictus en coin de la bouche, puis il a baissé les yeux en soupirant. Quand il fait ça, ça veut dire... si je dis non, ça vous empêchera, et vous croyez que vous allez comprendre quelque chose à mon cas, mais faites ce que vous voulez, moi je suis pas là. Enfin, c'est ce que je crois comprendre. Avec lui, il faut tout deviner, tout décrypter, oui, c'est ça, décrypter. Enfin bon, j'ai pris le tas de feuilles et je me suis assise à la table à côté de lui, puis je les ai regardées une par une. Alors je m'attendais à voir des dessins, je sais pas moi, des fleurs, des visages, des moustaches sur les photos d'hommes politiques ou des stars. Mais non, comme je vous dis, des gribouillis, il n'y a pas d'autre mot. Des avec qu'une couleur, des avec du rouge et du bleu mélangés, des avec des sortes de mouvements circulaires, des avec juste des traits tirés, droits, vrouf, 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 comme pour rayer, pour annuler, pour... Ah oui, et puis les dernières, celles du dessus du tas, c'est juste des suites de petits traits, debout, les uns à côté des autres, comme des rangées de petits soldats au garde-à-vous. Des centaines de petits traits, presque tous pareils, tout simples, sans rien qui dépasse. Et celles-là de feuilles, elles sont écrites des deux côtés. Enfin, quand je dis écrites, j'ai essayé de plaisanter, faire celle qui n'était pas impressionnée. Ah, vous apurez votre style, j'ai dit, en regardant celle avec les petites rangées de traits. Si vous aviez vu le regard triste qu'il a posé sur moi, si vous aviez vu, j'en suis encore toute... C'est ça aussi qui m'a fait peur. Ce regard de détresse. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quelqu'un de perdu, j'ai essayé de faire comme si... Alors, j'ai respiré bien fort, j'ai sorti mon plus beau sourire, je ne sais pas comment j'ai fait. C'est bien, j'ai dit, faut continuer, monsieur Terre-Neuve. Ça me fait plaisir que vous ayez trouvé, enfin, que vous ayez essayé de... Vraiment, ça me fait plaisir. Et j'ai tout remis en place sur l'étagère, avec le bol par-dessus. Et puis je suis parti, et je l'ai laissé avec ces gribouillis qui ressemblent plus à des taillades, des scarifications que... Je vous assure que j'en suis malade. Quand je pense à ces... Je me dis, mais qu'est-ce qu'il doit souffrir, ce pauvre homme, pour sortir ça, pour sortir que ça? J'arrête pas d'y réfléchir, depuis, ça revient tout le temps. J'ai peur. Il y a une idée qui m'est venue, à force. Bon, c'est pas ce que vous en... Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, Madame Gilberte, mais peut-être qu'il y a quelque chose à approfondir de ce côté. Peut-être qu'il faut l'aider, que c'est trop dur pour lui, s'il se sent tout seul. Il cherche à communiquer, comme ça, en gribouillant sur du papier journal, avec ce qu'il a sous la main. Mais ça doit être infernal, frustrant. Alors je me disais qu'avec du vrai papier, des vrais crayons, je sais pas moi, des feutres, des marqueurs, de la peinture, vous pensez pas que... Vous savez, mon mari, il travaille aux galeries. On a plein de trucs comme ça qui ramènent, parce que c'est un peu abîmé, alors pour la petite, vous comprenez. Si je lui en donnais un peu, un petit stock, vous croyez pas que... Oh bien sûr, vous avez raison, je ferais comme si de rien n'était, sans montrer qu'on y accorde de l'importance. Oui, oui, je lui dirais. Je sais pas, que ça me débarrasse, que je fais le grand vide chez moi, que s'il en veut pas, ça partira à la poubelle. Ça marche toujours quand on dit ça, qu'on va jeter les trucs à la poubelle. Surtout avec les gens d'un certain âge. Ils aiment pas ça qu'on jette les trucs. Je suis sûr que... Bien sûr, il dira pas oui, je m'attends pas à un miracle, mais il laissera faire. Et moi, je serais rassuré de savoir qu'il a compris que j'ai compris. J'aurais moins peur pour lui. J'aurais moins peur qu'il fasse une bêtise. Marie-Françoise, c'est quelqu'un. Terre-Neuve, il faut se le faire. Putain. Et elle, ouais. Alors, elle a mis du temps, mais c'est quelqu'un, Marie-Françoise. J'ai connu des gens dans ce métier. Il y en a, c'est des fortiches. Ils savent... Vous savez, une plante, une graine dans le désert, elle est là depuis 20 ans, on croirait morte. Il y a des gens, ils savent mettre la goutte d'eau juste comme il faut, juste au bon moment, et la plante, elle pousse.
qu'il y a des gens comme ça avec les humains. C'est vachement chouette à voir. Et je vais donc finir cette longue lecture. Toujours dissolution. Alors là, c'est M. Terre-Neuve. Donc il a retrouvé la parole, M. Terre-Neuve. Et puis, tout ce qu'il a sur le cœur, là, tout ce qui lui pèse depuis tant d'années, tout ce qu'il a précipité au fond du gouffre, M. Terre-Neuve, il vient devant le monde dans ce que j'appelle la métaphore du tailleur de pierre. Comme une eau noire, âcre, envahissante, sournoise, inéluctable, irréversible. L'homme est un animal de conviction, de proposition, de construction, de combat. Le combat d'un homme pour ce qu'il offre en richesse au monde est son honneur, sa dignité. Tout humain doit pouvoir poser sa pierre à la construction de la maison commune. Quand ma pierre et ta pierre se ressemblent comme deux gouttes d'espoir en des jours bleus, pourquoi ma pierre ne pourrait côtoyer la tienne? Pourquoi la mienne ne saurait trouver sa place de force et de cohésion dans la structure de l'édifice? Pourquoi? Quand, rangée après rangée, se haussent les murs jusqu'au vertige des nuées, quand la fête bat son plein de ceux qui ont déposé de leurs mains leur offrande de granit, quand le vin de la fraternité unit dans l'allégresse le peuple des maçons et des charpentiers, qu'est-ce que je deviens, moi, avec ma pierre reniée que j'avais pourtant savamment et amoureusement taillée? Que deviennent-ils tous ceux que l'on a éconduits au-delà du chantier avec les chiens et les maraudeurs? Quand 10 fois, 100 fois, 1000 fois, l'homme s'est heurté au refus des contremaîtres et de leurs sbires, quand 10 fois, 100 fois, 1000 fois, il s'est vu repoussé à l'embourbement des fossés d'indignité, l'homme, abasourdi de détresse, de désespoir, hagard, se tient longtemps debout sous la pluie d'orage, les bras ballants, le regard happé encore par la vision de cette construction qui se fait sans lui. Et tandis que les treuils élèvent au ciel de lourdes et géométriques pierres taillées, jaunes ou roses, tandis qu'on les jointe de mortiers clairs et solidarise d'agrafes d'acier bleu, le petit homme sent monter en lui le fleuve noir des eaux croupies de la mort. Fleuve lent, lourd, grumeleux, chargé d'excréments insidieux, de restes décomposés d'utopie et de rêves mornés. L'eau noire, âcre, submerge jusqu'à l'asphyxie cet homme indésiré. Le poison des eaux noires dilue jour après jour les liens d'appartenance. Rien ne rattache plus cet être à la vie commune. Rien ne rattache plus ce rejeté à l'acte de vie dans la fraternité humaine. Et cette douleur de l'exil, cette plaie vive du reniement, cette injuste et inexplicable amputation, cet arrachement au corps social, le petit homme dont on a refusé la pierre les vivra comme une nouvelle identité. Il n'est plus homme parmi les hommes, il est plaie ouverte à la face du monde, à la face de leur monde. Et c'en est bien fini pour lui du rire clair des enfants qui jouent, des regards malicieux qui tricotent à mailles multicolores des souvenirs indélébiles. C'en est bien fini des projets de maisons grandes ouvertes au vent de soleil blond et d'amitié vagabonde. C'en est bien fini. C'en est bien fini. Je suis la pierre refusée. Je suis la pierre qui n'a pas eu sa place dans le dessein des architectes. Je suis la pierre abandonnée, vive, à la bout du chemin. Car l'homme et sa pierre ne font qu'un. Il n'est pas de pierre taillée sans les mains de l'homme, sans l'amour de l'homme. L'homme ne peut être pris sans son offrande de pierre ciselée. Car l'homme et sa pierre ne font qu'un. Qui refuse la pierre
de l'homme dénie à l'homme son humanité. Je dédie particulièrement ce monologue de M. Terre-Neuve à grande famille avec un F majuscule, dont les membres n'ont pas pu être là aujourd'hui puisqu'ils sont occupés à creuser des fosses et à couler du béton. Mais je les rassure, tout va bien. Ce qui s'est passé ici ce soir, c'est un grand moment de bonheur. Et toujours vivant, toujours debout. Il y a de quoi dire. En plus, on en découvre tout le temps. C'est impressionnant. Moi, j'ai même pas tout exploré. Ah ben, il y en a 14. Ouais, bah ouais, carrément. Et du coup, moi, je t'ai connu ici, au Carré 30. C'était un peu résident du Carré 30. Ah oui, au Carré 30, j'étais parti du conseil d'administration pendant 3 ans. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir. Je m'occupais aussi de la poésie, un peu avant que la relève soit prise. Et voilà, c'était un grand bonheur à chaque fois d'inviter des personnes, des gens qui des fois n'avaient jamais mis pied sur une scène et qui sont venus dire des textes. Voilà. Oui, c'est un grand moment grand moment. Et c'est vrai qu'à ces moments-là, je les regrette parce que quand j'étais vivant dans le Carré 30, en même temps, ça. Ouais, mais je veux dire vivant au quotidien, quoi. Et du coup, ça nourrissait, je rencontrais plein de gens, ça nourrissait aussi les contacts que j'avais avec des gens qui sont dans l'action de l'écriture, dans l'action du dire. Le dire est un droit universel. Alors ça, j'y tiens absolument. Et du coup, tu étais avant, moi c'est ça que je me pose comme question, parce que tu m'as dit que tu étais arrivé à Lyon il n'y a pas si longtemps avant que je te connaisse. Oh, si, je suis arrivé en 2006. Ouais. Du coup, avant, là, on a eu quelques indices, je pense, parce qu'au niveau du métier, au niveau de la camionnette, ouais. Savoir quelle était la musique avant. Oh ben, alors, on l'a vu avant, ouf. elle a été multiple, hein, parce que pendant des années, pendant 20 ans, j'étais postier. Enfin, au début, j'étais à l'école maternelle, plutôt, qui s'appelait postier. Et puis après, mon métier, c'était pendant 20 ans la poste, et puis c'était tellement décourageant, et tellement un monde d'une tristesse infinie que j'ai largué ça, sur une grosse crise, déjà. On me chassait dans les vignes à coups de fusil, donc je suis parti dans le Var. Et puis donc après, j'ai un copain qui m'a fait rentrer donc dans une association, une structure qui accueillait des gens qui étaient tombés dans la toxicomanie de 18 à 25, 30 ans. Quoi, voilà. Donc là, j'ai vécu des choses dont je parlais tout à l'heure, des jeunes. Par exemple, l'histoire de l'anecdote, l'histoire de l'étoile qui va passer là et tout. C'est venu comment? C'est venu d'une double circonstance. D'abord, un théâtre où il y avait des ados m'a demandé de leur écrire une pièce. Donc voilà, ça correspondait un peu à l'âge, j'étais un peu plus jeune, mais enfin à l'âge à peu près des jeunes dont je m'étais occupé. Et puis, dans cette structure d'accueil, j'animais un atelier de parole, un atelier où les gens qui avaient écrit un poème pouvaient venir le dire. Et puis là, ce jour-là, je leur dis, ils avaient tous beaucoup avaient des problèmes avec leur famille, ils ne parlaient plus aux familles et tout. Et notre travail, c'était un peu de réconcilier tout ça, quoi. Et donc, ce jour-là, je leur dis, voilà, on connaît, vous avez des gros problèmes avec la famille, tout ça, mais c'est sûr et certain que chacun de vous a quelque chose, un moment qui lui dit, waouh, j'ai quand même vécu un beau truc avec une maman, avec un papa, avec un frère, avec une sœur, avec voilà. Le thème aujourd'hui, c'est, dites-nous ça. Et il y a une jeune femme qui avait une vingtaine d'années qui nous raconte que, alors elle était en déphasée complète avec sa famille, mais elle se rappelait pendant son adolescence, au mois d'août,
quand il y a les nuits des étoiles filantes, avec son père et son frère, il mettait des couvertures par terre dans le jardin, il se mettait sur le dos et il regardait passer, il faisait des vœux, il regardait passer les étoiles. Et quand on m'a demandé la pièce, c'était en 2003 et c'est l'année, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'été où la planète Mars était très visible. On aurait dit une bille dans le ciel la nuit. Et non, c'est pas non, c'était l'année où je ne sais pas s'il y avait la canicule, mais en tout cas il y avait cette planète qui était une vraie présence. Et moi j'étais donc dans ma camionnette en train de regarder cette planète et là ça a fait tilt. J'ai dit ça y est, j'ai mon histoire. Et donc j'ai transformé cette planète en juste quelque chose qui passe pendant 3 heures dans le ciel, qui griffe le ciel, puis qui s'en va, et puis voilà. C'est venu de ça, quoi. C'est 2 choses. Et puis parce que j'ai rencontré dans mon métier des éducateurs et tout, comme Monsieur Vlasic, qui étaient des gens, ou Marie-Françoise. Ils existent, hein. Marie-Françoise. Oui, c'est des gens que j'ai rencontrés qui donnaient tout, quoi, voilà, il faut le faire, hein. C'est des métiers difficiles, c'est ingrat, et puis parfois tu as des gros bonheurs parce que quelqu'un que tu as aidé qui se disait je suis nul, je sais rien faire, je sais pas capable, et puis d'un coup il disait ouais ça y est, là je sais que je vais être électricien, que je vais faire ci, que je vais faire ça, parce que nous on refaisait des appartements avec eux, il y avait le copain Mali qui leur apprenait l'électricité, et mais ouais je suis capable de le faire, quoi, et puis ça y est, ça grâce au rideau. On a un contraste énorme dans l'écriture entre l'humanité, la terreur, ouais. Et puis voilà, la belle humanité. Oui, mais parce que on considère pas les gens que nous, alors moi je dis on nous considère comme des troupeaux. Mais si on commence à considérer les gens comme vraiment des graines porteuses de trucs magnifiques, de fruits magnifiques, de partage magnifique, eh ben on aide à ça, quoi, plutôt que de se dire comment on va pouvoir leur piquer leur pognon, comment on va pouvoir formater les cerveaux, comment on va pouvoir, voilà, hein, c'est des choix après de société. Et du coup, il y en a une c'était dans celui-ci, je crois, où la petite fille. La petite fille, ouais. C'est l'éthique, quoi, l'éthique en marche, quoi. Voilà. Celle qui veut. Alors celle-là, elle est née, alors bon c'est pareil, elle est née parce que justement, juste un peu avant, j'ai fait 2 ans en emploi aidé, c'est les fameux emplois aidés qu'on a virés cette année. Et ben moi en 2006, quand je suis arrivé à Lyon, que j'avais passé 4 ans en camionnette et que j'arrivais à Lyon, la dame de Pôle emploi, elle m'a dit, mais est-ce que vous ne voudriez pas travailler dans une école pour aider, il y a le travail administratif, et puis pour aider pour des ateliers avec des enfants et tout, quand les maîtresses ont besoin d'un coup de main. Je suis rentré là-dedans, je faisais les récréations, les machins comme ça, des gamines comme ça, des méchants et des gentils, j'en ai vu tant et plus, celle-là elle fait partie des gentils qui n'ont pas peur d'être méchants comme il faut. Enfin, pas d'être méchants, mais d'être... de marquer le territoire, quoi. Et voilà, j'ai vécu ça et ça m'a donné, là ça m'a vraiment donné un reboostage, quoi. Ça, le fait que j'avais ouvert mon blog et puis de pouvoir... Et donc cette histoire-là, c'est la première fois, et la dernière d'ailleurs, que je l'ai écrite entièrement, épisode par épisode, sur le blog. Voilà. Donc du coup, c'est très ancré sur ta vie, ce que tu as vécu. Alors ça, vive poussière, non, pas trop là. C'est vraiment autre chose, c'est une philosophie sur une dimension que j'appelle moi la dimension de conscience universelle, qui émane de la matière à partir du moment où elle est vivante, et qu'elle est encore plus tellement vivante et qu'elle est capable d'aller de regarder l'univers qui se regarde en face à travers les petites choses que nous sommes. Et c'est l'univers qui se regarde à travers nous. C'est vachement important, j'appelle ça. Mais je crois que de Chardin, Teilhard de Chardin, il en avait parlé, que c'est une espèce de dimension, une dimension invisible mais palpable de l'univers. Voilà. Et qu'est-ce qui génère des œuvres comme Silicium? Parce que j'ai eu l'occasion de le voir ici en intégralité avec Chantal Pré. Et c'était impressionnant, quoi. Et de quoi ça part? Du coup, comment tu commences là-dessus? Silicium, je suis parti... alors bon, parce que moi, j'ai vécu très beaucoup d'années de ma vie. Ça se dit pas, hein, on va pas le répéter. Je sais pas comment tu le vois toi, mais enfin moi quand j'ai eu la lecture, quand j'ai entendu cette lecture, j'ai vu des scènes de Dali en fait. Un peu des choses un peu comme dans un immense désert très plat comme ça, carrément. avec ces espèces de grands, quand il y a ces éléphants un peu étirés comme ça, parce qu'il y a un moment, il y a un cavalier. Il y a des chevaux qui passent, une troupe qui passe comme ça. Et là, il y a un côté... ah oui, mais c'est terrible, il y a des scènes terribles là-dedans, il y a des scènes terribles, évidemment. Très, très bien. Mais
la solitude et la solitude. Parce que quand on vit en société, on vit avec quelqu'un, tout ça, on a quand même du fleurissement dans sa vie. Quand tu vis dans la solitude, tu n'as pas ce fleurissement et tu n'es qu'en face des lames dures, quoi. Moi, je peux pas... J'écoute, j'ai la radio presque en permanence. Un déluge d'horreur, quoi. En permanence, hein, c'est que ça, des déluges d'horreur. Et la vie, moi, comme je l'ai vu, quand j'ai vu mes gamins fracassés, là, et tout, parce qu'ils s'étaient plantés dans la vie, parce qu'on les avait plantés, parce qu'on les avait, j'allais dire, vendus, presque. Moi, j'en ai connu qui avaient vendu leur frère ou leur petite sœur à des dealers et tout, pour les mettre dans le truc, pour faire tourner la machine, quoi. Quand tu vis ça, quoi, que tu le chopes en pleine gueule pendant des années, t'arrives pas à croire que c'est une belle aventure, que machin et tout. Moi, je suis désespéré de le dire, mais comme je l'ai dit là dans le texte tout à l'heure, des fois, je suis désespéré d'être un humain, quoi. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Après, heureusement, heureusement, et ça, j'appelle... non, mais ça, j'appelle ça, mais c'est des jaillissements lumineux. Voilà, dans ma vie, il y a des jaillissements lumineux, et je les prends, mais avec un grand bonheur. Et alors, je remercie tous les jours les jaillissements lumineux qui mettent un peu de peps là-dedans, quoi, qui mettent de se dire, ouais, mais si, la vie, quand même, des fois, c'est vrai qu'elle vaut d'être vécue, elle vaut d'être... Mais il ne faut pas la prendre comme on nous la propose, là, comme on nous la donne, là, comme on nous la marchandise, parce que c'est un gouffre, mais c'est un gouffre à l'humanité, quoi. On rend les gens, mais... débiles, on rend les gens hargneux, quoi. Il faut être une Marie. Ah, il faut être une Marie, et là, il y a une Marie là-dedans, donc... Ça, c'était École de la Biche, mais dans Déconne pas Marie, celle-là, bon, elle était jouée une fois ou deux. C'est une gamine, elle a 16 ans, un truc comme ça, elle a 16 ans, elle rentre de boîte avec ses copains-copines, ils branchent la téloche. Alors à l'époque, il y a des magnétoscopes, donc quand j'ai écrit ça. Bon. Et il voit quoi? Il voit une scène sur l'écran qui s'est passée, on a vu ça en vrai, nous, il y a peut-être 15 ans de ça, où ça se passait en Palestine, je crois qu'il y avait deux armées et ça se tirait dessus. Et il y a un petit gamin qui surgit, là, comme ça, il ouvre une porte d'immeuble, il sort, il prend une balle perdue, bling, et on voyait son papa qui se précipite pour le ramasser, le rentrer dans la maison. Toute la planète a vu ça. Et donc, eux, ces gamins-là, ces jeunes gens, ils rentrent de boîte, et Marie, ils voient ça. Et en plus, là-dedans, est impliquée l'armée française qui essaye de faire, je ne sais pas trop quoi, comme en Irak maintenant. Et elle voit ça, et elle est terrifiée. Eux, ils avaient fait la fête et tout. Et il y a ça, ce petit garçon Artie qui meurt dans une connerie de guerre entre adultes et tout. Et donc, elle décide de faire, dans son lycée, elle s'enferme à l'intérieur de l'infirmerie avec l'infirmière, qu'elle soi-disant prend en otage, et elle dit, voilà, je ne sortirai de là, je fais la grève de la faim, je ne sortirai de là que quand le président de la République aura décidé de retirer l'armée française de ce bourbier et de faire place à la diplomatie. C'est la pièce Déconne pas Marie. Voilà. Ben, moi je suis fier de voir des jeunes gens qui jouent ça. Parce que les pièces, où on fait des pièces d'1h30 sur les gens qui apprennent à se servir d'un portable et machin, et de faire des farces à 2 balles, j'en peux plus, quoi. Des fois j'ai honte. Je dis, ah, viens voir notre pièce, et j'y vais. Une fois, il y a Roland, je l'ai emmené voir, il peut témoigner. J'ai des copains, ils me disent, je ne me rappelle plus, j'étais tellement nul. Viens avec, je lui dis, viens, il y a des potes, ils jouent une pièce à la Gourguillonnaise. Bon, c'est des amis, ils font du théâtre et tout, je les connais depuis des années. C'était le théâtre, là. Alors, on est parti en longeant les murs avec Roland, tellement on avait honte d'avoir été voir une merde pareille, quoi. Des 4 cons qui font marrer les gens tous les 10 secondes. Ah, la couche avec lui. Et l'autre, il va dire, tu dis, j'y crois pas, quoi, c'est ça mon théâtre, alors que le monde est à dire, quoi. Le monde, il est en train de couler, et là, il faut le dire, le monde, et moi, je crée, c'est pas moi qui les invente, les personnages. Ils surgissent, alors je ne sais pas comment ça se fait, ils sont à l'intérieur et ils sortent, ils ouvrent les tiroirs, Marie-Laure, tu prends ton crayon et tu y vas. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est eux qui me dictent. Hein. Des fois, les derniers, je ne peux pas être loin, mais j'ai écrit ma dernière pièce, c'était au Clameur, j'ai passé un mois chez eux, c'était donc en 2016, pendant l'été. Donc je me donne rendez-vous, 14h, je suis là-bas, je commande mon thé, machin. Et mais c'est eux, ils sont là. J'ai intérêt à y être, hein, parce que
Allez, hop, voilà, moi je dis ça, et là, et ils prennent tout ce qu'il y a dans mes tiroirs, et ils fleurissent là, et c'est bon, ça y est, ça part. Ils me surprennent, et des fois, il y a Gilles, il me regarde, mais je me marre tout seul, parce que j'écris des trucs, ils s'en foutent de faire écrire ça, mais j'y vais parce qu'ils sont... Voilà. Mais je ne sais pas où je vais quand je commence. Bah ouais, d'ailleurs je le dis là dans une réplique, je ne sais plus dans quel machin, il me dit... moi, je commence une pièce, mais un récit, mais je ne sais pas ce qui va se passer à la fin, donc je ne peux pas vous promettre qu'il y aura ci ou ça, j'en sais rien, c'est vous qui... c'est vous qui menez la barque. Mais généralement, ce qui me donne, ben, je suis content. Voilà. C'est pas de l'autosatisfaction, ni de l'ego, comment on dit, de l'ego surdimensionné, c'est vraiment, je suis content d'avoir inventé qu'ils soient là, et puis que ça porte la parole de gens qui ont besoin, parce que souvent, c'est des gens, eh ben, malheureusement, qui n'ont pas l'accès à la parole. L'accès à la parole, c'est quelque chose, on ne se rend pas compte. Ou alors si, on te fait des jeux télé, des machins, là, des situations, comment on appelle ça, les télé, je sais pas. Ouais, alors là, tu as la parole. Mais alors, il faut voir les flots de bouse qui sortent de là-dedans. Mais si tu veux avoir, quand tu as l'accès à la parole, il doit être universel. C'est mon grand combat, moi. C'est le dire doit être universel, reconnu pour tout le monde. On ne veut pas savoir et tout, oui, si c'est par qui t'es parrainé, machin et tout. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu dis, quoi. Waouh, tu dis ça et tout. Eh ben, vas-y. Tu le cries, puis nous on va le jouer, puis nous machin. À l'écrit, mais du coup à l'oral c'était systématique, c'est venu tout de suite le fait de lire ces prétextes, de les... Oh ben, disons que je fais du théâtre même depuis... Non, depuis 82. Ah oui. Depuis mon divorce. Je me suis retrouvé avec tout seul, il y avait longtemps que je rêvais de faire du théâtre. Et alors je suis allé m'inscrire à un cours de théâtre, j'étais à Paris dans le 18e, et je suis tombé sur quelqu'un qui est peut-être un peu connu par des... Il sort une revue qui s'appelle Cassandre Orchamps. Et c'est lui qui a créé ça avec des potes, et Nicolas Roméas. Et c'est lui qui a écrit la pièce, et justement où il y avait le Prosper, là, avec le roi enfermé dans cette pièce de Nicolas Roméas. Je t'ai bien entendu lire avec le sous-sol, non? Ah oui, mais non, je l'ai joué, là, pendant... Oui, ouais, mais je sais pas. Ah ouais, j'étais... ouais. T'avais un gros ours en plus comme ça. J'ai un morceau. Je l'ai pas eu en total. Ah bon? J'ai entendu un morceau. Oui, j'ai joué. Et lui aussi il écrit des trucs. Et du coup, c'est à partir de là. Ah ouais, de théâtre. L'écriture du théâtre aussi. Et l'écriture, ouais, parce que alors bon, j'ai lu énormément de théâtre et bon, beaucoup de choses qui me paraissent un peu. Bon, après, j'ai trouvé des trucs formidables. Attention, hein, j'en ai lu des bons. Et j'ai dit, mais moi, ce que j'ai envie, c'est que ça soit, voilà, d'amener des choses. Moi, ce qui me plaît, il y a deux choses qui me plaisent. C'est quand, à la fin d'une pièce, les jeunes gens qui ont joué ça, comme l'année passée, ils ont joué, je sais plus dans quel machin, dans la Drôme, par là-bas, ou en Ardèche, ils ont joué le mariage d'Arlequin. Une mise en scène. Alors là, superbe, le metteur en scène a fait un truc, il y avait que des ados, des grands ados là-dedans. Et ben ils m'ont fait plaisir. Hein. Ils ont joué cette pièce, j'étais le sourire comme ça, quoi. Ils y ont mis tout leur cœur, c'était fort, c'était... Voilà. Et puis, ce que j'aime faire, alors là où je dis on a gagné, c'est quand il y a des messieurs qui sortent de la salle et puis je vois qu'ils s'essuient une larme. Et ben ça, je dis ouais, c'est gagné, on a fait pleurer les vieux, les messieurs là, ils ont pleuré, on a été les chercher là-dedans et on a été capable d'émouvoir des gens qui peut-être le sont moins ou se sont durcis dans la vie, et ils ont été là parce que des jeunes gens leur ont joué une pièce qui est comme ça, comme cette fille qui fait sa grève de la faim, avec tout qui se met en danger, les gamines autour, ses copines, elles sont là pour essayer qu'il n'y ait pas la catastrophe. Et ben quand je vois le public qui s'en va, et puis, il a bah dis donc, hein. Alors là, ils n'avaient pas la banane, il n'y en a pas un qui disait qu'est-ce qu'on s'est marré, et tout. Et ben j'étais fier, et des jeunes qui ont joué ça, et de moi qui l'ai écrit, quoi. Voilà, qui portait ces paroles. La réflexion que je me suis faite le plus souvent, c'était la singularité. Parce que quand on sort d'une lecture, on se dit quand même, j'ai jamais vu un truc pareil, quoi. J'ai jamais entendu. Et le pire, c'était sur The Gmet, quoi. L'Apocalypse sur The Gmet, c'était...
Mais c'était fou, Ah bah c'était oui. complètement fou. Je sais pas combien tu jouais de personnages. Il y a 27. Ouais, alors il était là comme ça, il jouait 27 personnages en même temps. Et en plus on suivait quoi, c'était des extraterrestres qui se faisaient la guerre et tout. Enfin, avec des lutins. Ah ouais, les lutins, ouais. C'est impressionnant quoi. Et l'engueulade entre le roi et la reine. Ouais voilà c'est ça. Il y en a une qui veut les pendre. Avec des illustrations, avec les illustrations et tout. Enfin il est là-bas, c'est impressionnant. Et toujours pareil, donc ça décrit l'humanité, dans ses combats, dans sa quête Cette arrogance du pouvoir, de penser que tout le reste de l'humanité, c'est jamais que des objets à t'apporter, des objets qui sont là pour ton bon plaisir, qui sont là pour te servir, qui sont là pour mourir pour toi, pour aller... ce grand bouillon qui peut être annulé d'une seconde à l'autre parce que par une fin du monde... Ah bah oui, alors oui, voilà, je suis très apocalyptique. Ouais, ouais. En fait, j'ai au moins 4 textes apocalyptiques. Alors, ouais, j'aime beaucoup les apocalypses. Dont l'Apocalypse selon The Met, Voilà, quand même, qui qui est gratiné. Ça. Ah oui, complètement. Puis on avait en plus on avait l'exposition avec les dessins qui illustraient la pièce. Ah oui, oui, il y avait l'exposition des... C'était chouette quoi. Parce que... Voilà. Est-ce que vous auriez des questions peut-être? Non, mais je voudrais simplement dire que l'Apocalypse, ça veut dire la révélation aussi. C'est pas... pas dans la fin d'un monde, c'est ce que j'ai envie La d'entendre. fin d'un monde qui est le début d'un nouveau. Donc, voilà. Après, il y a des fins d'un monde qui sont aussi le commencement d'autres. Notre planète a connu 5 ou 6 grandes extinctions, hein, où il restait 4 planctons quelque part au fond d'un rocher, et puis c'est reparti. Quoi. C'est reparti. Donc, voilà. Moi, je dirais que j'ai été très impressionné par la dissolution de l'ectoplasme, qui, pour moi, s'apparente à ces grands textes de... J'ai envie de dire, pour moi, je le mets sur le même pied que tous ces grands textes clés de l'histoire de la littérature. Hein. C'est-à-dire qu'on est au même niveau qu'avec Hamlet, être ou ne pas être, de Shakespeare, quoi. Et c'était si fort, d'ailleurs, l'impression que j'en ai eue, que sur ma chaîne personnelle, hors ciné, je fais des vidéos avec des poèmes. En général, c'est les miens, bien sûr, mais je retiens quelques grands auteurs. Alors, il y avait Le Voyageur de Nietzsche, il y avait Rimbaud, il y avait des textes comme ça que j'ai lus ou interprétés, hein, certains que je connaissais. Et un jour, je me sentais bien ectoplasme, j'ai dit à Denis, bon, c'est bon, là, cet après-midi, je pars avec la caméra et je fais la lecture du monologue de M. Terre-Neuve, que j'ai fait qu'on peut voir sur ma chaîne, quoi, interprété à ma manière. C'est un texte qui est prodigieusement puissant et qui a une vocation intemporelle, hein, parce que bon, on avait vu dans le spectacle que j'avais fait dernièrement, là, le 28 octobre, je parlais de l'intemporel. Et bien ça, c'est un texte intemporel. Ça veut dire que qu'on soit à l'aube de l'humanité ou dans 10 000 ans, à 10 000 années-lumière d'ici, eh bien, ce sentiment d'ectoplasme, il apparaîtra, cette condition d'ectoplasme, à partir du moment où il y aura des dysfonctionnements dans la société, c'est-à-dire des gens qui sont mis à l'écart et qui pourtant ont du génie et que ce génie ne peut pas s'exprimer. Et les mots qui sont employés, pour moi, ils sont valables. Cette métaphore du tailleur de pierre, c'est une métaphore qui est tout à fait intemporelle, qui pourra, si on trouve le livre dans 10 000 ans et qu'on le lise, on comprendra très bien ce que ça veut dire. Et la couture? Ah, la couture, oui, attends. J'ai fait comme maman le faisait, quand Là, c'est rideau. C'est pareil, c'est l'artisanat, c'est magnifique. Hein. J'ai essayé à la colle, ça tient pas, il faut de la colle à chaud, mais il faut des instruments que j'ai pas. Puis du coup, j'ai dit, attends, encore, on m'a dit c'est japonais, ouais. Et du coup, on n'a pas pu voir la carriole. Et non Mais du coup, on peut te croiser dans la rue voilà, alors, avec les livres. j'ai décidé, donc cette année, c'était l'année où je me suis levé et où j'ai décidé que ma poésie avait rien à foutre au fond de mes boîtes à chaussures, donc j'ai ressorti la carriole qui était depuis 2012 dans la cave. Je l'ai bien nettoyée et tout, je l'ai montée chez moi parce que la cave elle est défoncée en permanence. Et partir du 6 juillet, je me rappelle, et le 6 juillet, elle a fait sa première sortie et tout l'été j'ai été dans les rues. Et hier soir j'étais encore dans les rues
parce qu'hier soir il faisait beau. Voilà. Et donc il y a de la poésie, et alors c'est un bonheur de voir les sourires des enfants, des grands, de tous les âges. Ah, ça existe encore des choses comme ça, vous savez pas. Ben ouais, il suffit de les mettre et puis ils sont là. En fait. Et puis du coup, je parle à plein de gens, et c'est là que je me rends compte, parce que du coup, ça attire les gens qui écrivent. Il y a bon, mais c'est vous faites vos livres parce que moi j'ai des textes, personne n'en veut, personne et tout. C'est toujours le même truc, on me raconte toujours la même histoire. Et c'est un phénomène, quoi. On vit dans une société qui est confisquée. Pas compliqué, elle est confisquée, elle appartient à des gens. Alors si tu es dans les strates de dessous, comme dans le livre là, qu'on a lu l'année passée avec Chantal, puisque toujours tourne le monde, à un moment je montre les gens qui sont sous terre et les gens qui sont sur les dalles de marbre, de marbre bleu, là, ou de granit mauve, voilà, le mauve des granites. Il y a les gens qui sont dessus, qui sautent, du soleil, ils boivent, le machin et tout, c'est la fête. Et il y a ceux qui sont dessous, qui n'ont pas le droit au soleil. C'est hallucinant qu'une société humaine où on est censé être, parce qu'on en fait des leçons de morale, là, et là, tout le monde est machin, et puis en fait, non, la société, même chez les gens qui tiennent ces discours, et ben, chez les gens qui tiennent ces discours, en fait, tu t'aperçois qu'ils fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, ils fonctionnent, c'est moi le chef, c'est moi qui choisis. Parce qu'à partir du moment, dans le monde associatif, c'est terrible, j'ai un pouvoir. Ça veut dire que j'ai le droit de dire oui et de dire non. C'est-à-dire que c'est pas que dire oui ou non à quelqu'un. Quand tu dis non à un artiste qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose à montrer, tu l'assassines si tu lui dis non. C'est pas un simple non, comme ta maman te dit non, tu mangeras pas de confiture parce que enfin je sais pas quoi, parce que t'étais malade hier et puis t'attendras. Non, quand on dit non à un artiste, tu dis non, jamais tu montreras ta peinture, jamais tu auras une scène, jamais tu verras, tu pourras dire ta poésie, jamais tu pourras dire ton théâtre, le montrer et tout, jamais on jouera tes pièces, jamais rien. On t'assassine. Alors on te plante pas un couteau, c'est pas la... Mais on t'assassine, on assassine des hommes. Et il n'y a pas longtemps, là, j'ai rencontré une fille que je connaissais au marché de la création. Elle, moi j'y étais au marché de la création parce que j'étais le seul à faire des livres et tout, donc je faisais de concurrence à personne, donc on m'a donné le droit d'y être. Mais elle faisait de la peinture qui était très colorée, un peu mystique et tout. C'était vachement chouette, sensible et c'était généreux ce qu'elle faisait. C'était beau, ça diffusait de beaux sentiments, de choses sympathiques, quoi. Voilà, elle nous éclairait la journée avec ses peintures. Mais elle n'avait pas le droit d'y être, sauf si quelqu'un ne se présentait pas, alors elle pouvait prendre la place de la personne qui n'était pas là. Elle a fait un procès à la mairie de Lyon, enfin, aux gens qui organisent ça et tout. Je pense même qu'elle l'avait gagné, mais elle s'est désespérée tellement c'était dur, on lui a mis des bâtons dans les roues. Et là, elle m'a dit, il y a 2 ans, j'ai arrêté la peinture. Voilà, une fille à Lyon, là, alors que comme elle est d'origine arménienne, elle a pu faire des expositions à, comment ça s'appelle, à Erevan. Elle a fait des expositions à Erevan avec sa peinture, elle était toute contente. Et puis là, à Lyon, jamais, mais rien. Je dis, bon, j'ai arrêté la peinture. Et tu dis, merde. Pour moi, cette fille, alors elle est là, elle est vivante, elle est avec son mec, elle fait ses courses et tout, mais elle est morte. Quelque part, on l'a tuée. Elle n'est pas morte, c'est dans sa tête. Mais quelque part, on l'a tuée. Ce qu'elle devait être, ce qu'elle pouvait être, ce qu'elle pouvait nous apporter, on a mis tout ça sous une couche de béton. Faire d'autres lieux qui soient en dehors, coopératifs. Il faut faire d'autres lieux, alors on s'y emploie et tout ça, mais la République, qui est quand même pas qu'une garce, quoi. Alors, et même si on baisse les maintenant il n'y a plus de sous, soit dire, mais enfin il y en a quand même, il y a des budgets qui sont confiés à des gens pour faire tourner ça. On ne va pas mettre des fonctionnaires à tampon pour dire, bon, alors, voilà, on va organiser. C'est pas eux, c'est pas leur travail. Ils font confiance aux gens de la population qui disent, nous, tiens, nous, on va organiser ci, on va organiser ça, on sait le faire. Bon, on leur donne les sous, on leur donne les endroits, on leur donne tout ça. Ah oui, mais eux, ils ont un droit de vie et de mort. C'est pas beau, la vie? Ils ont un droit de vie et de mort. C'est-à-dire qu'ils te disent, ah ben non, on peut pas prendre tout le monde. Ah, t'es plus là. Non, mais lui, il sait qu'il joue un rôle là, mais on a répété et tout. Donc, lui, il est... Voilà. Et pourquoi? Ce que je dis, ce que j'écris là, tout ça, tous ces trucs là, tous ces gens là qui sont là-dedans, ils n'ont pas le droit d'être vus. Ils n'ont pas le droit d'être entendus. On n'a pas le droit d'en parler. Ou alors dans une cabine téléphonique cachée et tout.
Eh ben ouais. C'est un peu. C'est parce que ça gêne, c'est parce que C'est une règle dans le fonctionnement de nos sociétés, hein, qui fait que finalement l'incompétence de ceux qui dirigent, ils deviennent incompétents parce que ceux qui sont dans la cave, ils ont de la motivation pour travailler, dans la mesure bien sûr où ils n'arrivent pas au point où ils sont complètement tués, qu'ils ne peuvent plus rien faire. Mais ça, c'est comme ça que fonctionnent nos sociétés, aussi bien dans le domaine de l'art que dans le domaine des entreprises. On a nombre d'incompétents qui végètent dans leur incompétence et qui, pour défendre leur fief, n'ont rien d'autre à faire que cette forme de répression purement arbitraire, car ils sont arrivés tellement à l'extrême de leur incompétence et à travers la médiocrité de leur travail, ils n'ont rien d'autre à faire pour conserver leur fief si précieux et si doré que de jeter les gens d'une manière tout à fait arbitraire. Moi, je crois que dans la société, on la formate, et cette société, on ne la formate pas au partage, à l'échange, à être bien ensemble, on la formate à la compétition, au dominant, à la pyramidalisation. C'est-à-dire que t'as ceux d'en bas, cling, ta société, ton truc, il y a le plafond de verre, tu passeras jamais ça parce qu'il y a ceux qui sont au-dessus qui veulent pas, et tout ça, mais tout ça parce que les cerveaux sont formatés dès le départ, ni plus ni moins. On peut très bien faire une société beaucoup plus conviviale, hein, beaucoup plus. Hein. Mais si le principe de base c'est de dire ah ben c'est normal, d'abord le mot normal quand on parle d'une société, dire qu'elle est normale, alors là déjà moi je comprends pas, parce que c'est absolument pas normal quand on voit une société comme elle fonctionne de me dire oui mais c'est normal, ça a toujours été comme ça. Ben, je dis merde, c'est pas vrai. On est capable de faire autrement parce on peut inventer des utopies, puis il y en a d'autres qui le font, il y en a d'autres qui l'ont fait et qui sont capables de vivre très bien. Mais alors c'est sûr ils sentent pas le bonheur immense, infini de dominer. Et ça, putain, c'est la jouissance ultime de l'être, quoi. Une fois dans ma vie, je vais dominer le monde, d'accord. Et mourir, être là où il mourir, voilà. on va faire ça. Ouais. Aussi bien. Dominer le monde, et voilà. Non, mais c'est vrai, hein, ça sert. Non, mais franchement. Bon, en tout cas. Il faut juste créer une alternative à ces pouvoirs-là. Oui, alors j'en connais, tu vois, je suis allé voir mon fiston qui est la grandeur de me faire un bébé. Là, je suis grand-père depuis 2 mois. Alors ça, c'est... Il vit comment ces jeunes-là? Il a 37 ans, bon, ça c'est des jeunes. Hein. Et puis il y a des plus jeunes et des moins jeunes. Ils vivent dans les bois, dans des caravanes, avec des petites places où ils font un peu de jardin et tout. Ils font du cirque, ils font du théâtre, ils font des machins. Ils ont leur propre matos, et ça leur dit, hop, ils s'inscrivent à un festival, on les prend pas, c'est pas grave, de toute façon, ils ont à manger, ils ont les poules, ils ont les lapins, ils ont tout, ils ont des gamins et tout, ils vivent dans les bois, je peux te dire que je les ai vus, alors là, j'ai vu des gens heureux, des soleils, ils ont tous un soleil à la place de la tête, et bien ça me fait plaisir, je veux dire, mon fils, il vit quelque chose que je vivrai peut-être jamais, mais ça me fait plaisir de savoir ce que c'est fait. J'ai passé 4 jours là-bas, waouh. Trop fort. Mais dans ma vie, il m'a tellement vu en chier avec ces connards de supérieurs, de machins, de trucs. Et j'arrivais, putain, je me suis encore engueulé avec la receveuse de la poste et tout. Et là, je dis, alors, moi, jamais de patron, quoi. Et ben, ils n'ont pas de patron, ils sont entre eux, ils ont leur projet. Toutes les semaines, ils se réunissent. Voilà, on va faire ça. Et si on s'inscrivait là, ok, ou pas ok. Critique, ceux qui veulent y aller, qui ne veulent pas y aller et tout. Et ils ont une vie comme ça, collective, j'allais dire, chacun son machin, hein, chacun sa vie, son petit truc, sa petite famille, mais il y a une vie, il y a un sentiment de communauté, de partage, de fraternité. Et ça fait plaisir. Ouais. Tu regardes comme ça, tu dirais, je suis sur Mars. C'est ça. Ils ne parlent pas de valeur ajoutée. C'est Léo Ferré qui disait le seul patron que tu dois avoir, c'est là. Ça me rappelle un autre texte, c'est là. Oui, c'est Léo Ferré qui le dit. Le seul patron, c'est ton esprit. En tout cas, il faut montrer les choses. Alors, c'est dommage, je suis désolé de vous partager tant de choses moches et tout, mais je me dis aussi, c'est parce qu'on sait comment est foutue la nuit, on sait ce qu'il y a dedans, on sait ce qu'il y a dans la vague, on sait tout ça, que les êtres qui sont là, qui sont des phares, qui te montrent, bah,
ils ont voilà, en même temps, du coup, ça a du sens, quoi. Quand quelqu'un se lève, comme la petite, elle se lève, ben voilà. Non, c'est un plaisir, Denis, de rencontrer des gens qui sont devenus rares comme toi, qui s'opposent au politiquement correct, justement, pour les choses, comme tu dis, qui sont sombres. Bah, pour moi, c'est un plaisir de les entendre parce que je m'y retrouve aussi dans mes souffrances au quotidien. Je sens que je suis pas seul à vivre ça. Donc finalement, il n'y a pas à être désolé de montrer des choses qui sont sombres parce que les gens qui viennent ici, ils les connaissent, ces choses qui sont sombres, et ils se sentent accompagnés à travers tes lectures quelque part. Hein, donc voilà quoi. Et combien de fois j'ai vu, quand j'étais au marché de la création, là je rencontrais quand même pas mal de monde qui prenait oh là là, que c'est triste, machin, oh là là, c'est triste, oh là là, c'est noir. Je disais, écoutez, si vous me faites un monde rayonnant, j'écrirai un monde rayonnant. Allez-y, hein. Je vais changer d'écriture. Bon. Vous n'avez pas des trucs rigolos, des fois? Vous n'avez pas des pièces pour ça? C'est parce que c'est les jeunes, il faudrait qu'ils se marrent et tout. Je dis, bah, vous savez, des pièces rigolotes, il y en a plein. Oui, des conneries. Même s'il y a de l'humour, mais après, bon, voilà, il faut se farcir 10 minutes, ou un quart d'heure, ou 20 minutes, une demi-heure sans rigoler. C'est long, hein. Maintenant qu'on nous a appris que le théâtre, il y avait 40 ans ou 50 ans, on nous a dit, au théâtre ce soir, c'était que ça, quoi. On te marre, on te rendait une machine à te boyauter, quoi. Et ça existe encore, il y a des théâtres à Lyon qui sont spécialisés là-dedans. Tu as des pièces, c'est chronométré, vous pouvez regarder votre montre, tous les 15 secondes, ça rigole, quoi. Sinon, c'est pas une bonne pièce, quoi. Et ben ouais, mais bon. Moi, je suis fier d'avoir mis ces petits comme ça. Ils sont beaux comme tout. Encore des questions, peut-être? On boit alors? Bah oui, on va voir. Hein. On va voir. Bravo. Bravo, merci. Quelque chose, je vais évoquer un souvenir, parce que tu as relu tout à l'heure le texte de La maison qui grince et qui fait peur. Oui. Et je ne sais pas si tu te souviens, nous étions un jour à la MJC du 5e, en face de la cathédrale. Oui. Et le texte, je le connaissais, mais j'avais très envie de le réentendre. Et quand nous sommes arrivés dans la salle, c'était un peu comme le dernier salon où l'on cause, quoi. C'est-à-dire que Denis est monté pour lire son texte, mais ça continuait à jaspiner autour, tati tati tata. Et j'ai constaté, c'est que petit à petit, ça a moins jaspiné, ça s'est plus complet. Et quand il a fini, ils n'ont pas pu applaudir tout de suite. Ils se les étaient, ils les avaient, ils se les appropriés. Le texte avait vaincu le reste. Tu l'avais fait plusieurs fois, je l'avais. Ah oui, je l'ai dit. Ouais, c'est sur des scènes. Oui, je l'ai dit sur des scènes slam aussi. Oui. Eh ben, aussi À ça Lyon 2. s'appelait à Lyon 2, au Littérarium. Bah ouais, au Littérarium, c'est ça. Bah là, je l'avais entendu, au Littérarium. Alors, c'est quelque chose qui a un peu à voir, j'ai des réminiscences là du journal d'Anne Frank, quoi. Voilà, c'est ça, hein, ces pas qu'on entend dans l'escalier, machin, et tout, ne bouge plus, tout ça. Donc, il y a un peu ce côté, mais c'est vrai que j'imagine, il y a énormément de pays, de villes, de machin, maintenant on le sait au jour le jour presque, qu'il y a ça, quoi. On ne bouge plus, on ne respire plus, parce que là, ça va nous tomber sur la tête, parce qu'on va venir nous massacrer et tout, tu te dis, c'est pas possible, quoi. On en est encore là, on est quand même encore... Grosse fatigue. Donc bon, je pense qu'il faut on le dise. Après, bon, je ne suis pas contre le rire, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Quand il faut se marrer et puis qu'on a envie de se faire plaisir, raconter des grosses âneries, on se les dit, c'est pas le problème. C'est pas faux, hein. Mais après, quand il faut dire le monde, parce que le monde, il doit être dit comme il est. Ah, et puis je voulais dire, ce fameux, pour revenir tout à l'heure, il y a l'ami Rémi donc, qui a enregistré quand il a dit ce monologue. Et il y a aussi Alain qui est là-haut et qui a dit ce texte aussi. Que j'adore. Remarquablement. C'est magnifique. Et c'était au clameur. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, je voulais dire que je pense qu'on est tous à un moment donné de notre vie, Monsieur Terneuf, même si on ne fait pas de la création, mais on a tous à un moment donné cette impression qu'on nous refuse notre pierre. À nous aussi.
Et on se reconnaît beaucoup dans ce personnage. On a souvent cette impression, j'ai envie de dire. Et c'est pas une impression, c'est une certitude d'ailleurs. Et il y a des moments, on n'a pas le droit, mais la philosophie du poing dans la gueule, des fois, ça serait... bon. Voilà, mais on n'a pas le droit. Hein. Il faut construire sa propre cathédrale. Ah, ça, c'était la maison commune, c'est pas une cathédrale. Eh ben, non, mais le cathédrale poétique. Ah, voilà. Bah oui. Bah, merci. Bah, c'est moi qui vous remercie. Merci. Et puis, bah, rendez-vous le mois prochain. Muriel Caruc. Voilà.